Bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin. Merci de démarrer votre journée du lundi 14 décembre 2020 avec nous. Wakhabali Kwara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Dans l'actualité ce lundi, au sommaire de votre matinale, les dernières étapes de la tournée présidentielle. Le chef de l'État a bouclé la première grande et longue phase de son périple national par les villes d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Une fin en apothéose, rapporte la presse nationale ce matin. Elle ne manque pas de revenir sur l'enthousiasme des populations et la profondeur du message de Patrice Talon, le foncier à Abomey-Calavi, la métamorphose de Cotonou et l'image que projette désormais le Bénin des réformes depuis avril 2016. Retour sur cette actualité au forum de discussion dans pratiquement 40 minutes. En politique, ils ont certainement poussé un grand ouf de soulagement. Nous aurons justement avec précision l'ambiance qui a prévalu vendredi dernier dans le camp des démocrates à la suite de l'obtention du récépissé provisoire du ministère de l'Intérieur. Ils l'ont obtenu et désormais opéreront comme parti politique de l'opposition légalement constitué et reconnu. Quelle est la nouvelle donne à partir de cet instant? Parole au deuxième responsable du parti, Nourenou Achadé, est le premier vice-président de Les Démocrates. Il est notre invité du jour. Les candidats à la présidentielle du 11 avril se déclarent officiellement. Yannick Emmanuel Dossou se lance dans la course à la Marina, attiré par le fauteuil présidentiel. Il s'engage pour un Bénin de dignité et de l'espoir où chacun est en mesure de manger à sa faim, de se loger décemment et de se vêtir, ensuite de se soigner et de s'instruire. Le candidat déclaré décline ainsi sa vision pour le Bénin de demain. À cette déclaration de candidature, eh bien, la presse y était. Elle nous rapporte l'information. Vous allez découvrir les gros titres dans un instant avec Wakhabali Kwara et en fin d'édition, votre revue de presse. On va y revenir au forum de discussion. Installez-vous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Politique et société, tout y est ce matin. Bienvenue sur Actu Matin. Wakhabali Kwara. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. Tout un cocktail dans l'actualité ce lundi matin. Politique, économie, fait de société, la suite et la fin de la tournée du chef de l'État, déclaration de candidature pour le compte de la présidentielle de 2021. C'est Fraternité qui d'ailleurs nous apprend l'information. Déclaration de candidature à la présidentielle de 2021. Yannick Emmanuel Dossou décline sa vision pour le Bénin. Le candidat déclare: ce pays a besoin d'une véritable politique du changement. À 6 mois de la fin de son mandat, le président Patrice Talon le triomphe avant leur démarrage du projet de APAC. Le ministre Jean-Michel Abimbola remet les artistes sur scène. UFOA BU 2020, les écureuils désillusionnés. À la une maintenant de la nation, tournée du chef de l'État dans les communes, accueil magistral de talent magistral de talent à Abomey-Calavi et puis concours de recrutement des auditeurs de justice. 1498 candidats pour 100 postes à pourvoir. Nouvelle expression qui nous apprend que la NPE de son côté propose 1000 offres d'emploi aux jeunes de Paraco. Yannick Dossou se lance dans la course pour la présidentielle de 2021. Information relayée par Nouvelle Expression. Le routier à présent, présidentielle 2021, qui est Yannick Emmanuel Dossou, le nouveau candidat déclaré. Présidentielle et présence de l'opposition à la présidentielle de 2021. Paul Humpé du parti Foscoré pour un Bénin émergent, le choix idéal et stratégique.
Quotidien L'Informateur, tournée de reddition de comptes du chef de l'État, Cotonou et Calavi, exalte le président Patrice Talon. Et puis l'invention de la participation citoyenne, succès et défis, l'approche du doctorat Bruno Wessou. Le pays émergent présidentiel de 2021, Yannick Emmanuel Dossou officiellement candidat. Quotidien Le Meilleur, tournée présidentielle, Abomey-Calavi et Cotonou ont accueilli le président Talon avec euphorie. Et puis, état de la nation béninoise après 5 ans de gestion du régime de la rupture. L'église protestante du Bénin note de grandes avancées, des aspirations et perspectives subséquentes. Quotidien L'Observateur, édition de compte présidentielle à l'étape de Cotonou, la FN Jura de Olivier Pédé prend d'assaut le palais des congrès. Une démonstration de force du suppléant du maire de Cotonou, Luc Atropo, pour saluer la grande œuvre du président Patrice Talon. Et puis après l'obtention par le parti du son récépissé des cadres de ce parti dans le rôle de sabotage. Et puis coopération bénino-ivoirienne, Talon annoncé à l'investiture du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Jakpata à présent, tournée du chef de l'État dans les communes, une initiative périlleuse, mais qui s'imposait selon le journal. Et puis Lucas Tropo démontre tout son savoir-faire en ce qui concerne l'accueil triomphal du chef de l'État à l'étape de Cotonou. Le grand jury présidentiel d'avril 2021, Yannick Emmanuel Dossou, cheval partant. Il est l'espoir de toute une génération, nous apprend le journal. Et puis pose de base de développement de la commune de Fofo-Diaka, le maire Angelo Arondino de la commune d'Abomey-Calavi et toute la commune donne rendez-vous à Patrice Talon le 11 avril 2021 pour un chaos, selon le grand journal. Le grand jury plutôt. Les 4 vérités. Construction d'un marché de gros dans la commune d'Abomey-Calavi. Talon donne les précisions sur la délocalisation du marché de Dantokpa. Et puis commémoration des 400 ans du roi Dako Donou. Le maire Rufino Dalmeda de la commune d'Abomey-Calavi donne le top des festivités à Huawei. Le potentiel présidentiel de 2021 au Bénin, Yannick Emmanuel Dossou déclare sa candidature. Lire l'intégralité du discours et un zoom sur le prétendant au fauteuil de la Marina. Affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, l'Union progressiste bat le record des filous de parcelles en prison. Le challenge, ultime étape de la tournée nationale du chef de l'État, Cotonou du dantesque au superlatif. Le matinal, la tournée de reddition de comptes du président de la République, Cotonou sous le charme des réformes de l'ère Talon, gouvernance sous le nouveau départ. Les leaders de l'église protestante méthodiste du Bénin notent de grandes avancées. L'autre vision, attribution de fréquences aux promoteurs de radio sonore. La HAC lance l'appel à candidature et puis installation des coordinations départementales de l'amicale des cadres de conception UP. Christophe Béni huile la machine du Koufou. La relève info présidentielle de 2021, Yannick Dossou, le candidat du Rassemblement de la paix et de l'unité nationale. Et puis commune d'Abomey-Calavi et tournée de réduction de compte du chef de l'État, les remerciements du maire Angelo Arondino à l'endroit de la population. Le Soleil Bénin Info présidentielle de 2021, Yannick Dossou se positionne.
Bénin intelligent pour finir, Christian Dandéjan, tournée présidentielle, Cotonou bat le record de la mobilisation. Patrice Talon, les propos donc de Patrice Talon, nous devons cesser de célébrer nos travers. Et puis remarquable accueil du maire Luc Atropo. Jacques Hounsou, docteur en droit public, il a donc soutenu sa thèse de doctorat, c'était samedi dernier à la chaire UNESCO d'Abomey-Calavi. Voilà Christian, un tour rapide des parutions ce lundi matin avec Fraternité, donc qui revient sur la déclaration de candidature à la présidentielle de 2021 de Yannick Emmanuel Dossou. L'homme a décliné sa vision pour le Bénin. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Voilà, le reste des détails, c'est justement en page 3 et 4 du quotidien Fraternité parution du jour. Le journal publie la déclaration de candidature de Yannick Emmanuel Dossou. C'est un nom auquel vous serez désormais habitué puisqu'il s'est déclaré candidat à la présidentielle du 11 avril 2021. On va en parler puisque c'est l'actualité ce matin. Au forum de discussion et à 6 mois de la fin de son mandat, Patrice Talon, le triomphe avant l'heure, écrit le quotidien Fraternité ce matin sous la plume d'Angelo Dossou qui fait le point de la tournée du chef de l'État, une tournée qu'il a emmenée dans 60 communes et ce sur 4 semaines à l'intérieur du pays. Une tournée bouclée par les étapes d'Abomey-Calavi vendredi et samedi dernier c'était Cotonou. Les images à suivre dans un instant dans le Midi Journal avec Ingrid déjà installée. Bonjour Ingrid. Oui, bonjour Christian. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Entamée le 12 novembre 2020, la première phase de la tournée de reddition de comptes du chef de l'État a pris fin ce samedi 12 décembre. Mais avant de mettre fin à sa tournée, Patrice Talon a consacré l'avant-dernier jour de son périple aux populations d'Abomey-Calavi. Heureuses de l'accueillir, elles lui ont témoigné leur gratitude pour les chantiers entrepris depuis 2016. Également au sommet ce matin, cette séance d'échange entre les responsables du plan international Bénin et ceux du Fonds des Nations Unies au Bénin pendant 112 heures. Les participants vont réfléchir à l'identification des besoins et défis de l'autonomisation des filles pour la modélisation du suivi de leur transformation. Voilà le point de l'actualité en images sur Actu Matin. Dans un instant, après cette transition. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24 où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous l'avez vu dans les titres de ce matin, eh bien, avant de mettre fin samedi dernier à sa tournée de reddition de comptes qu'il a emmené dans 60 communes, le chef de l'État Patrice Talon était au contact des populations de la commune d'Abomey-Calavi, saisissant l'occasion. Elles lui ont exprimé leur satisfaction quant au mode de gouvernance des affaires de la République depuis avril 2016. La jeunesse politique de la 6e circonscription électorale a salué les réformes opéré par le gouvernement, notamment la réforme du système partisan. Les temps forts de cette étape dans ce reportage. Monsieur le Président de la République, votre premier quinquennat fut un quinquennat de réforme. Mais il y a une réforme qui a eu des retombées positives énormes sur la jeunesse de la commune d'Abomey-Calavi. La réforme du système partisan. Monsieur le Président de la République, la réforme du système partisan a permis à la jeunesse d'Abomey-Calavi de se faire représenter au niveau de plusieurs instances de décision de notre pays. Parce que l'esprit de cette réforme, c'est de permettre à la jeunesse et aux jeunes militants, aux femmes militantes, d'être reconnus et d'être célébrés, d'être valorisés. Monsieur le Président, grâce à cette réforme et à l'issue des élections législatives de 2019, notre commune et notre circonscription électorale, eh bien, nous avons eu ici un député âgé de 32 ans.
Honorable Epiphane Ronfort, qui se trouve être le plus jeune député de la 8e législature. Nous avons eu ici, toujours grâce à la réforme du système partisan, à l'issue des élections communales de 2020, des élus communaux âgés de 32 ans. Le plus jeune conseiller communal d'Abomey-Calavi a 32 ans. Et ils sont plusieurs conseillers communaux à avoir moins de 35 ans. Et plus de 60% des élus communaux d'Abomey-Calavi ont moins de 50 ans. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Mieux, c'est l'un d'entre les plus jeunes conseillers communaux qui est désigné pour être le maire de la commune pour les 6 années qui viennent. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Voilà pourquoi les jeunes me chargent de vous dire merci. Parce que cette réforme a été possible grâce à votre grande connaissance de la sphère politique du Bénin. Merci, Monsieur le Président, d'être venu à nous. Puisse Dieu et les membres de nos ancêtres veiller sur vous, qu'il vous inspire, qu'il vous accorde bonne santé et longévité, afin que toutes vos nobles ambitions pour notre pays se réalisent. La commune d'Abomey-Calavi a besoin d'infrastructures appropriées pour gérer efficacement les inondations, surtout dans les arrondissements de Godomé et de Toba. La réalisation du projet de contournement Nord-Cotonou, qui permettra de relier directement Abomey-Calavi à Semenkodji. L'effectivité de la sécurisation foncière qui, à travers la lutte contre la mafia foncière, sera un bonheur pour toute la population entière de la commune d'Abomey-Calavi. Par exemple, le foncier. Nous avons fait des choses graves dans tout le pays depuis très longtemps. Et on n'a pas trouvé une parcelle à Godomé pour construire un marché pour nos braves populations. J'en ai eu les larmes aux yeux. Ici à Calavi, si vous vous rappelez bien, j'avais dit, grâce à vous, notre victoire, ma victoire aux élections présidentielles était certaine, qu'il n'y avait pas de doute. Nous étions certains ici à Calavi qu'une autre démarche, une autre dynamique allait commencer en 2016. Et ce fut effectivement ainsi. Et voilà, à l'instant, le chef de l'État, Patrice Talon, et nous allons maintenant suivre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Ingrid Day. Oui, Christian, le ministre et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, nous fait ici le point de la 20e journée du périple du chef de l'État, Patrice Talon. On l'écoute. Le président de la République a tenu une séance presque interactive, puisque à Calavi plus qu'ailleurs, il y a eu des réactions, des échanges quasiment avec le président de la République qui était dans un dialogue plutôt que dans une mission de reddition des comptes. Et l'exercice incontournable de la présentation des acquis de notre programme d'action a été sommaire. Le président de la République s'étant concentré sur la renaissance de notre pays, qui est le fruit de nos réalisations et qui en est en même temps la cause. Et dans des recommandations presque testamentaires, le président de la République a restauré le peuple dans sa démocratie, a responsabilisé notre peuple pour que nos travers, qui ne doivent plus être célébrés, ce qui nous a permis et ce qui illustre cette renaissance, soient durables. Parce que les travers sont toujours là. Ils sont en sommeil et le chef de l'État exhorte les populations à rester vigilantes pour garder, consolider et pérenniser les acquis de cette renaissance. Le président de la République a responsabilisé les Béninois sur la feuille de route qu'il leur appartient dorénavant de tracer pour leurs dirigeants, qui ne doivent plus être considérés comme des mythes vivants. Illustration de certaines de nos expressions, notamment en fond, qui conditionnent nos réflexes et qui font
du président de la République, non pas d'un chef élu de l'État, mais d'un monarque de droit divin, que dis-je, d'un chef qui achète un pays et qui peut en faire ce qu'il veut. Donc il s'est agi d'une démystification de l'approche des peuples par rapport à leurs dirigeants qui ont été démythifiés et qui doivent être surveillés, qui doivent être encadrés parce qu'ils ne sont qu'élus au service d'un peuple pour lequel ils doivent travailler, une méthode qui a fait ses preuves puisque c'est grâce à cette humilité, à cette modestie que le gouvernement de la République du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, a réussi à sortir notre pays de sa léthargie d'avant, léthargie facilitée par cette approche conceptuelle du pouvoir, une approche dogmatique et théocratique vers une approche beaucoup plus démocratique, à savoir le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Et c'est une recette que le président de la République invite, exhorte les populations, nos compatriotes à garder jalousement afin que plus jamais notre pays n'aille à la dérive et que les dirigeants soient au service du peuple plutôt que l'inverse. On passe à présent au lancement du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice au Bénin. Les épreuves ont été lancées samedi au lycée technique Koulibaly de Cotonou par 2 ministres du gouvernement. Il s'agit du ministre du Travail, de la fonction publique et son collègue en charge de la justice. Au total, 1498 candidats, dont 448 femmes, se disputent les 100 places à pourvoir. Louis Kaba nous fait le point. La ministre de la fonction publique et son collègue de la justice partagent ici les premières épreuves du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Le présent concours fait suite à la décision du Conseil des ministres pour le renouvellement et le rajeunissement de l'effectif justice. Vous savez, nous avons des juridictions, nous en avons créé de nouvelles. Et le personnel ancien va à la retraite, il faut donc pourvoir à tous les postes qui deviennent vacants. Voilà donc pourquoi, suivant les études qui ont été faites, il y a lieu de procéder au recrutement de 100 nouvelles têtes. C'est ce que nous faisons ce matin. Alors pour ce qui est de l'organisation, vous avez pu noter par vous-même que non seulement nous avons commencé à l'heure, mais les candidats étaient déjà en salle. Ça veut dire que l'organisation n'a souffert d'aucune approximation. Nous avons veillé avec Madame la ministre de la fonction publique du travail, nous avons veillé à ce que tout se passe correctement, c'est-à-dire dans le rythme de la rupture. Du côté du ministère du Travail et de la fonction publique, l'organisation de ce concours a fait l'objet d'une profonde rigueur pour offrir aux 1498 candidats en composition les mêmes chances de réussite. Je voudrais à l'occasion rassurer tous les candidats, ainsi que leurs parents. Ils le savent bien, depuis l'avènement de la rupture, la transparence est de mise dans l'organisation des concours. Qu'ils soient rassurés que les meilleurs seront admis. 2 jours durant, les candidats vont composer dans 3 matières, à savoir culture générale, procédure pénale et procédure civile. 448 femmes prennent part à ce concours, soit environ 30% de l'effectif total des candidats. La 4e édition de la journée de l'inspecteur de l'enseignement du premier degré s'est tenue samedi dernier à Grand Popo sous l'égide de l'Association des inspecteurs de l'enseignement du premier degré, l'AIEPD. Les échanges ont tourné autour du thème « L'AIEPD face aux défis actuels du sous-secteur des enseignements maternels et primaires » chez Framessan et Florando. Les inspecteurs de l'enseignement du premier degré s'offrent ici un week-end de tourisme, de détente, d'aération et de réflexion. Pour une 4e édition de la journée à eux dédiée, ils ont choisi ce maître à quelques encablures de l'océan Atlantique, à l'hôtel Bel Azur, de la cité balnéaire de Grand Popo. Convaincu que vous vous plairez bien dans cette cité des Popo, je vous souhaite donc un beau, agréable et plaisant séjour à Grand Popo. Collègues inspecteurs, notre corporation vit des instants très critiques.
Le monde scolaire est en perpétuelle modification et beaucoup d'innovations y sont intervenues. Les enseignants de nos jours ne sont pas ceux d'hier. Cela appelle de nous un recadrage de nos conceptions, de nos méthodes de gestion. Ces occasions nous permettront d'échanger, de mettre en lumière nos expériences et de nous offrir des visions nouvelles, des méthodes repensées au contact des expériences vécues des uns et des autres. La journée de l'inspecteur de l'enseignement du premier degré est organisée depuis 2017 par l'Association des inspecteurs de l'enseignement du premier degré AIEPD. Le thème retenu pour guider les manifestations de cette édition est l'AIEPD face aux défis actuels du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Je vous encourage à continuer à croire à ce germe que, ensemble, nous sommes en train de développer pour que notre corporation, la corporation des inspecteurs de l'enseignement du premier degré, puisse, dans le concert des associations, être une association fêtière digne du nom. Ces inspecteurs sont les premiers acteurs du corps de contrôle des enseignements maternels et primaires. Les participants sont venus des 4 coins du Bénin. Ils sont des inspecteurs à la retraite et en service. Les festivités de retrouvailles actuelles ont une résonance particulière en ce sens qu'elles expriment le nécessaire réconfort après autant d'objectifs atteints malgré un contexte de crise sanitaire aiguë et sans précédent. C'est le lieu de vous décerner un satisfecit à vous, mesdames et messieurs les inspecteurs, vous qui sans relâche avez donné le meilleur de vous-même, chacun en ce qui le concerne, pour l'atteinte des objectifs fixés à notre sous-secteur pour l'année qui se termine. L'objectif principal de cette journée est de permettre aux inspecteurs de se retrouver, d'évoquer les différents problèmes et de trouver des approches de solutions en libérant la parole. Des communications sont prévues à cet effet. Éducation, toujours le magistrat Jacques Honsou accède au grade de docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. C'est à l'issue de sa soutenance de thèse axée sur le thème « L'arbitrage dans le règlement des litiges nés des contrats administratifs ». C'était samedi dernier à la chaire UNESCO de l'UAC en présence de Clément Attiali et de Mpévi. Le jury vous élève au grade de docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Par ma voix, le jury vous adresse ses félicitations. L'impétrant élevé au rang de docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi, le voici, Jacques Honsou. Mais avant d'arriver à cette délibération de ce jury pluridisciplinaire, environ 5 ans de travail de recherche pour le praticien expérimenté de droit en sa qualité de magistrat. Le candidat s'est penché sur une problématique originale et d'actualité selon le jury. L'arbitrage dans le règlement des litiges nés de l'exécution des contrats administratifs. Après ces enquêtes de terrain, Jacques Honsou présente devant ses maîtres le fruit de sa recherche scientifique, ici retracé dans ce document d'environ 400 pages qu'il a su défendre publiquement. Je dois remercier les membres du jury. Je rends grâce à l'Éternel pour m'avoir permis d'atteindre ce niveau. Mais je pense personnellement que c'est une introduction dans le débat. Et c'est maintenant que je vais davantage prendre cours à la recherche. À travers cette thèse de doctorat, le candidat met en exergue la révolution intervenue il y a quelques années dans le règlement des litiges nés des contrats administratifs. Il prend en effet la défense de la nécessité d'opter pour d'autres voies de règlement, notamment l'arbitrage. Pour l'impétrant, l'arbitrage regorge bien d'avantages qui intéressent aussi bien les personnes morales, en l'occurrence l'État, et les personnes privées. L'intérêt, c'est déjà de se dire que l'essentiel pour eux n'est pas de s'approcher
toujours à la justice étatique. Mais qu'il y a bien des avantages pour eux à aller vers l'arbitrage pour le dénouement des litiges qui naissent entre eux et leurs partenaires. Et pour améliorer la qualité de ce document, les membres du jury ont apporté chacun des critiques, des commentaires, mais aussi des propositions. Une satisfaction pour le directeur de l'Impétran. C'est une thèse de qualité qui vient d'être soutenue, qualité tenant à la personne, qualité tenant à son parcours, qualité tenant au sujet de thèse, qui s'est voulu non clivant, qui s'est voulu transcendant de la summa divisio du droit qui consiste à séparer le droit public et le droit privé. Et ce sujet étant un sujet transversal, a appelé un travail transversal et un jury transversal aussi. C'est le lieu de féliciter le candidat pour ses prestations de chercheur, son humilité et son engagement dans la recherche. Le débat scientifique sur l'arbitrage dans le règlement des litiges nés de l'exécution des contrats administratifs vient ainsi d'être posé. Le désormais docteur Jacques Roussou s'engage à creuser davantage le sujet pour répondre à un nouveau besoin des acteurs des contrats administratifs pour le bonheur de l'intérêt général. Autre pan de l'actualité à présent, les responsables du plan international Bénin et ceux du Fonds des Nations Unies pour le développement au Bénin réfléchissent à l'identification des besoins et défis de l'autonomisation des filles pour la modélisation du suivi de leur transformation. Prévu pour durer 112 heures, les travaux vont aboutir à l'élaboration d'un document chronogramme dénommé tableau de bord. À quoi va-t-il servir? Nous allons le découvrir dans ce reportage d'Imet Hélène Amosso. Identification des besoins et défis de l'autonomisation des filles pour la modélisation du suivi de leur transformation. La thématique est au centre des réflexions d'un atelier national. Les échanges ont réuni à Dassa les responsables du plan international Bénin, ceux du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, représentant des groupes cibles que sont les filles et divers autres acteurs. Les 3 jours de conclave vont aboutir à l'établissement d'un document chronogramme dénommé tableau de bord. Au cours de cet atelier de 3 jours, il s'agira pour nous de, premièrement, identifier et prioriser les besoins et les défis des filles et des jeunes femmes, surtout identifier par domaine ou par thématique des indicateurs pertinents de mesure d'effet et d'impact pouvant apprécier les changements et apporter aux filles et jeunes femmes en lien avec leur autonomisation. Finalement, cet atelier nous permettra de partager par domaine les résultats clés de la situation des filles et de la jeune femme au Bénin et finalement de définir ensemble les prochaines étapes pour le processus de mise en place d'opérationnalisation et de suivi de l'utilisation du tableau de bord. L'atelier est inscrit au titre des activités du projet Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Suède. Le document en cours d'élaboration va permettre de suivre et d'évaluer l'évolution de la situation des filles dans le pays. Il va également servir à mesurer l'impact des interventions sur leur vie jusqu'à l'horizon 2030 pour l'atteinte des objectifs. Les organisations partenaires impliquées dans l'exécution du projet pensent s'inspirer des approches développées dans la mise en œuvre du projet Plan pour les filles de Plan international Bénin ainsi que les consultations de FATI de l'UNFPA. Le projet SWED, c'est un très grand projet qui est financé par la Banque mondiale et qui est mis en œuvre par le Bénin avec l'appui, l'assistance technique de l'UNFPA. Donc c'est dans le cadre de cette assistance technique que nous avons fait appel à Plan et que Plan a fait appel au partenaire LASDEL pour nous aider à élaborer donc ce tableau de bord, cette boussole qui pourra évaluer la transformation des filles tout au long de la mise en œuvre du projet SWED. Mesdames et messieurs, la réalisation des ambitions du gouvernement de notre pays ne peut se faire sans la contribution des partenaires techniques et financiers, contribution nécessaire pour soutenir nos propres efforts. C'est pourquoi je salue à juste titre les efforts de mutualisation des ressources du Plan international Bénin de l'UNFPA
pour mettre en place autour du projet SWED. Parmi les besoins et défis identifiés au cours des échanges figure entre autres le manque du suivi financier de la scolarisation des filles, le harcèlement sexuel, le manque d'informations en santé sexuelle et reproductive. À ces difficultés, les différents acteurs impliqués dans l'exécution du projet comptent apporter des solutions adéquates. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de journée à vous. Merci à vous Ingrid, très bonne journée du lundi et excellente semaine de travail. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs, dans un instant, nos échanges plateau au forum de discussion. André Dossa, Akime Ousseni, Herman Nanyamboussou et Wahab Alipara vont nous rejoindre dans un instant. Et juste après nos discussions de ce matin, on recevra un acteur politique, premier vice-président du parti Les Démocrates, Nourenou à Tchadé, est notre invité du jour. On reviendra donc sur l'actualité liée à ce parti politique qui, on vous le rappelle, vendredi dernier a reçu son récépissé provisoire. Qu'est-ce que cela vient changer à l'animation de la vie politique dans ce parti? Question à poser à notre invité. Prenez le rendez-vous. Garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. À la maternelle, nous avons des livres comme Éveil graphisme, le livre de mathématiques et le livre de français. Au primaire, vous avez des livres en éducation sociale, scientifique et technologique. Les livres de français, les livres de mathématiques, un livret d'évaluation, des manuels d'anglais, de mathématiques, des SVT et en SVCT également, de la classe de 6e en terminale. Je ne peux pas témoigner qu'il est question de la qualité. Si des élèves veulent réussir aux différents examens, je crois que les livres de la collection Oxygène sont bien étudiés. Grâce au manuel de la collection Oxygène, j'ai eu mon bac cette année. J'exhorte tous mes amis et camarades du premier cycle et du second cycle à opter pour les livres de la collection Oxygène. Oxygène, c'est le livre des premiers. Collection Oxygène, disponible dans toute la librairie du Bénin. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. Allez, le forum sur Actu Matin, Wahab Alipara, André Dossa, Akime Ousseli, Herman Nanyamboussou, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Alors, premier sujet à aborder, on va revenir sur la tournée présidentielle. Un total de 4 semaines, 12 départements, 60 communes visitées pour un total de 6800 km parcourus par le chef de l'État en 4 semaines. Et bien, samedi dernier, Patrice Talon a mis fin à la première grande et longue phase de sa tournée nationale par les communes d'Abomey-Calavi, ensuite Cotonou. C'était samedi dernier. Une fin en apothéose, titre certain
certains journaux ce matin. Le quotidien Fraternité qui ce matin parle d'un triomphe avant l'heure. Messieurs, qu'en dites-vous, Hakimé Husseini? Triomphe avant l'heure, je ne sais pas l'objectif. J'allais dire, je n'ai pas eu la chance de le contenu. De toutes les façons, je crois que après près d'une cinquantaine de communes parcourues par le chef de l'État, eh bien, il revenait de faire le bilan. Je crois que c'est l'exercice qui est en train d'être fait depuis ce matin par plusieurs quotidiens dans leur parution. Chacun y va selon l'angle qu'il a choisi. Et donc, du coup, le quotidien Fraternité parle de faire un apothéose de triomphe d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on a constaté que sur une période de 2 à 3 semaines, eh bien, le chef de l'État a retenu l'attention de tout le monde. Parce que partout où il passait, il y avait une forte communication qui a été faite autour. Et notamment, comme l'avait fait constater Christian, les 2 derniers jours, Abomey-Calavi et puis la commune de Cotonou. Abomey-Calavi, je crois que vous l'avez localement énoncé entre-temps. Il a été question, et ça c'était une évidence, que le chef de l'État a mis l'accent sur la question du foncier au niveau de cette commune, parce que tout le monde sait que cette commune reste pratiquement une commune qui connaît de grosses difficultés en ce qui concerne la mafia foncière. Il s'en est prononcé autour et aller même plus loin pour faire constater que en l'état actuel des choses, même pour avoir une réserve pour la construction d'infrastructures éducatives ou sportives, eh bien, ça va être, ma foi, très compliqué pour la commune d'Abomey-Calavi. Cotonou en apothéose, bien entendu, parce que, eh bien, pour des images, on remarquera que l'annonce de la descente du chef de l'État dans les communes a commencé par les marchés de Cotonou. Et nous avons vu un peu le look dans lequel le chef de l'État s'est retrouvé. Il a utilisé un look tout particulier en parcourant les autres communes, beaucoup plus en local de couleur blanche, mais à l'étape de Cotonou, il est revenu encore avec, je dirais, la tenue qui a inauguré la descente sur le terrain. Ça a été certainement fait exprès, mais de toute façon, pour ceux-là qui savent, je dirais, décrypter les sémiologues de l'image, ils en diront un peu plus, mais je constate qu'il a commencé par une tenue bien particulière et il finit avec la même tenue, mais cette fois-ci la ceinture a changé de position. Vous avez observé tout ça? Voilà, donc, bon, on a le temps d'aller beaucoup plus en profondeur, mais c'est le constat que je fais de ce qui a pu se passer sur la forme pendant environ 3 semaines. Voilà. Donc, quand on voit le look, on se rend compte que Patrice Talon sait pertinemment que Cotonou, c'est une ville qui n'a jamais été régimiste. C'est une ville qui a toujours été une ville, c'est pas opposée à tout système qui se met en place. Et donc, il sait que Cotonou, c'est le combat. Le combat. Et donc, c'est sans doute pourquoi il a commencé sa tournée dans les marchés par une tenue de combat. On l'a vu dans les autres villes, alors qu'on nous avait parlé de 54 villes à parcourir. Désormais, ça fait 60 au total. Vous avez aucun dans tout le nombre de kilomètres parcourus. Et c'est à dessein parce que justement, le chef de l'État Patrice Talon, au lieu d'aller par vol d'oiseau, il a préféré aller par voie de terre pour vivre les réalités un peu de la population et voir si effectivement tout ce qui a été investi dans la réflexion des infrastructures, de la construction d'infrastructures routières, tout ça a vraiment été, l'a été. Je pense que c'est une manière pour le chef de l'État de vivre les réalités. Donc, quand on revient un peu à l'étape de Calavi où Patrice Talon, c'est vrai, il a montré un peu quand même sa connaissance de cette ville, montré que il a d'abord remercié cette ville-là parce que tout homme politique qui vient au Bénin, qui aspire à diriger ce pays à ce haut niveau, passe forcément par Calavi, parce que Calavi c'est une colonie électorale, Calavi c'est une cité de territoire, Calavi c'est la plus grande ville du Bénin en matière de population, après Cotonou, dit-on. Moi je dirais que c'est plutôt Calavi qui est la plus grande ville. Et donc je pense que tout cela montre que Patrice Talon a la pleine connaissance des dossiers qui minent Calavi. Il a parlé du foncier. Mais justement je ne comprends pas que pendant que le chef de l'État dise qu'on n'a pas trouvé d'espace pour construire par exemple un marché pour les femmes, que le maire de la même ville puisse dire qu'ils ont déjà dégagé 15 hectares ou quelque chose pour accueillir une infrastructure sportive. Je pense que peut-être que les priorités ne sont pas les mêmes à ce niveau. Oui, Christian Dandéjan, on a constaté, n'est-ce pas, que la tournée du chef de l'État, bien qu'aujourd'hui on se concentre sur la fin, n'est-ce pas, Abomey-Calavi et Cotonou, le message du chef de l'État à chacune des étapes n'a pas été le même. Quand on se concentre sur la commune d'Abomey-Calavi, où le chef de l'État est reparti au auréolé de la réussite, dois-je dire,
du système partisan, parce que le chef de l'État a été acclamé par la jeunesse de la commune d'Abomey-Calavi pour ce qui a été la mise en œuvre du système partisan, pour reconnaître que grâce au système, à la réforme du système partisan, Abomey-Calavi trouve un maire jeune parmi les conseils, parmi les membres du conseil, un député jeune issu de la commune d'Abomey-Calavi et des femmes replacées et honorées, n'est-ce pas, à leur juste valeur. Mais quand on revient sur la question du foncier, où même dans les propos du chef de l'État, on a senti autant de désolation. Vous comprenez l'effet que cela donne dans la tête des populations, des jeunes, de savoir que c'est de la faute de leurs dirigeants communaux, n'est-ce pas, qu'on n'a pas pu trouver d'espace pour donner satisfaction aux bonnes dames des marchés, pour ériger un marché moderne. Que dans la conscience de la jeunesse, on puisse dire que c'est de la faute de leurs maires, conseillers et autres, n'est-ce pas, qu'on n'a pas pu trouver ou identifier de réserve administrative pour ériger un stade. Je pense qu'il y a un véritable problème qui se pose. Et vous n'êtes pas sans savoir que la majorité de nos maires, n'est-ce pas, sont favorables au régime en place. Et que le foncier, le problème de foncier est un problème plutôt crucial. Abomey-Calavi s'est très bien illustré, bien que le problème se pose, bien que le problème se pose pratiquement dans toutes les communes. On sait qu'il y a d'insomnie en ce qui concerne donc le problème du foncier à Abomey-Calavi, et qu'on a déjà commencé par taper du poing sur la table, appuyer sur stop et envoyer certains au frais en attendant d'y voir davantage plus clair dans ce dossier du foncier qui ne permet pas aux populations de dormir sur leurs deux oreilles. C'est un véritable problème. Et quand il s'agit, ce qu'il faut applaudir, c'est de voir que le chef de l'État et les institutions chargées du suivi de cette mafia foncière sont plus ou moins impératifs et imperméables à faire un choix entre ceux qui sont favorables au régime et ceux qui ne le sont pas. Oui, André Doussa, Patrice Talon à Calavi, Patrice Talon à Cotonou, de part et d'autre ou d'un endroit à un autre, le discours qui a changé à Calavi, et vos prédécesseurs l'ont d'ailleurs signifié, il a mis l'accent sur le foncier pour dire véritablement que ce problème a créé, disons, un grand tort à la commune, le foncier à Calavi. Je pense que oui, la tournée du chef de l'État a pour but de rendre compte aux populations qui lui ont donc accordé le suffrage pour diriger le pays. Mais j'ai le sentiment qu'il faudra lire les deux dernières étapes de cette tournée, de la première partie de cette tournée, parce qu'il me semble qu'il y a des villes qui vont recevoir sa visite après les fêtes. Oui. Je crois qu'il faut lire ça différemment. Calavi, en fait, on se demandait est-ce que le chef de l'État pourra se prononcer sur la grosse dernière actualité qui mobilise les attentions dans cette ville, à savoir ce dossier 39 hectares qui a vu déjà défiler devant les juges un certain nombre de notables, de personnalités de cette commune. Et bien, il n'a pas manqué à ce devoir-là. Il s'est prononcé sur le sujet pour se désoler, comme tout le monde, de ce que nous avons fait du foncier. Vous savez, Abomey-Calavi, c'est la championne imbattable une ville qui caracole en tête du hit parade des communes en matière donc de la manipulation malveillante, frauduleuse du foncier, de toute cette pagaille foncière qui s'observe dans notre pays. Donc, il était donc question d'entendre Patrice Talon sur la question. Il n'a pas pu, me semble-t-il, trop approfondir, il n'a pas pu aller au-delà de ce regret de constater que, par exemple, dans Abomey-Calavi, il est difficile pour l'État d'investir parce qu'il n'y a plus d'espace. On a vendu les réserves administratives au point même de priver la jeunesse de cette ville. J'ai suivi le discours assez passionné de notre cher ami Hassen qui a représenté la jeunesse. Oui. La commune d'Abomey-Calavi est la commune la plus peuplée du Bénin, notamment à partir du soir, parce que vous savez, c'est une ville dortoir, et qui est composée essentiellement de jeunes surtout. Mais il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de centre de loisirs pour ces jeunes-là, donc, parce que justement leurs aînés ont subtilisé les réserves administratives, et ainsi de suite. Donc, je crois que c'était la plus grosse actualité, la plus grosse attente du chef de l'État par rapport à sa visite à Abomey-Calavi, et ça a pu être fait. Mais moi, je voudrais davantage m'intéresser à ce qui a été organisé pour être l'apothéose de cette tournée, l'étape de Cotonou. Oui. Il y a peut-être une concordance des temps, on n'allait pas me chercher dans la conclusion, dans la conjugaison, pardon, mais Patrice Talon a rendu compte du péage
du PAG, parce que, qu'il vous souvienne, lorsqu'il a été élu, c'est plusieurs mois après qu'il a bien fignolé son PAG et l'a annoncé. Nous y sommes pratiquement, c'est le 4e anniversaire donc de ce lancement-là. C'est justement à ce moment-là qu'il rend compte de la mise en œuvre de ce PAG. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir une crédition de compte sur la base du PAG et non, pour le moment, du mandat même en lui-même. Et on a noté, d'abord, que Patrice Talon, s'auto-évaluant lui-même, a utilisé certaines expressions qui, moi, m'ont marqué. Oui. Il a dit « l'essentiel est fait ». Je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans cette, mettons, autosatisfaction. Il est satisfait, voilà. Il a dit l'essentiel est fait. Mais après, plus loin, il dit ce qu'il a fait de grand, ce ne sont pas les routes, ce ne sont pas l'asphaltage, ainsi de suite, mais beaucoup plus la réforme. Et il dit c'est difficile. Il a même osé les réformes les plus difficiles. Ça veut dire que le chef de l'État, il savait déjà dès le départ que c'était très compliqué de faire des réformes et que notamment certaines de ces réformes-là n'étaient peut-être pas envisageables, mais qu'il a forcé, il a fait. Oui, ça a créé un certain nombre de frictions, ça a créé des mécontentements, ainsi de suite, mais qu'il a fait ce que lui-même personnellement retient comme action phare de son passage à la tête de notre pays. Ce sont les réformes. Je crois que c'est la première fois qu'on l'entend le dire. Maintenant, qu'est-ce que nous pensons aux citoyens de son action, en gros, et notamment de ce que lui-même retient comme fondamental en termes donc, de son action, à savoir la réforme? Là, je crois que le peuple pourra, le moment venu, donner son avis, mais c'est la première fois qu'on l'entend lui-même personnellement. Bon, au-delà du chapelet donc, des réalisations égrenées par Wilfried Léon Mbedi et renchéries par lui-même le chef de l'État, l'apothéose, je crois qu'on a bien orchestré cette tournée pour faire en sorte que le point, le clou soit l'étape de Cotonou, où vraiment le chef de l'État s'est prononcé. L'étape de frustration, on a parti de Saverne pour aboutir à Cotonou avec tout ce périple et tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réalisé et tout ce qui reste à faire. Alors l'apothéose à Cotonou, Herman Parfait à Niamboussou, et nous l'avons vu aux côtés du chef de l'État, le maire de Cotonou absent pendant des mois pour raison de maladie. Je pense que oui, Luc Atropo Dieu lui a donné l'occasion vraiment de se montrer au Cotonois, parce que effectivement aux côtés du chef de l'État Patrice Talon qui bouclait un peu sa première phase, la première de sa tournée par la ville de Cotonou. C'est vrai que vous avez vu Luc Atropo, il a quand même pu livrer un peu le discours qu'il voulait livrer. C'est vrai que l'homme, il a montré qu'il est en pleine forme, tenir debout comme ça devant un public et pouvoir égrener un peu le chapelet de doléances. C'est vrai que Cotonou, je l'ai dit tantôt, c'est une ville qui n'est pas régimiste. Et vous avez dû constater que pour l'étape de Cotonou, ça a été tellement bien orchestré de sorte que Patrice Talon, d'abord son entrée dans la salle, j'ai eu le temps de suivre vraiment tout le déroulement de la cérémonie. Il est passé par le standing du haut au lieu de venir directement en bas. Il a d'abord salué ceux qui étaient en haut. Et donc, le déroulement de la cérémonie a été fait de telle manière que Patrice Talon, à un moment donné, il est entré un peu dans la foule, s'adressant à un étudiant ou un étudiant qui est revenu sur un certain nombre de préoccupations. Et donc, il y avait mis les têtes, c'est pas les membres de la mosquée de Kadiaoun, qui pratiquement est revenu un peu sur ce qui a pu être fait de concret pour les musulmans. Je crois, M. Zorou également, le prénom ça m'échappe, qui est également revenu, il dit qu'ils sont nés à Cotonou et qu'ils ont vu Cotonou depuis un certain temps jusqu'à présent. Ça veut dire qu'en réalité, on a donné la parole à certaines personnes qui sont indiquées pour parler de la ville de Cotonou aujourd'hui, parce que n'oubliez surtout pas que Cotonou a eu la chance d'être la première ville pavée dans ce pays en 95-96 par là, mais ça n'a pas empêché le président Soglo de partir du pouvoir. Donc je pense que ça montre effectivement que quand on donne la parole à ceux qui connaissent la ville, on a toujours les résultats attendus. Ah, voilà. Oui, Wahab Ali Para, une manière pour le chef de l'État, je dirais à travers le discours prononcé, à travers les réalisations faites pour transformer, pour métamorphoser la ville de Cotonou, une manière pour lui d'attirer vers lui la sympathie du peuple de Cotonou. Non, je pense que le chef de l'État n'est pas dans un exercice d'attirance, de sympathie vers lui. C'est de faire comprendre que le Bénin a quitté loin, n'est-ce pas, et va très loin. Et donc, pour un chef d'État que beaucoup qualifiaient d'orgueilleux, n'est-ce pas, et qui vient reconnaître, n'est-ce pas, que les réformes opérées ont dans une certaine mesure été des réformes qui n'ont pas reçu, n'est-ce pas, l'assentiment de tout le monde. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes, les mécontents d'hier, applaudissent et reconnaissent qu'il fallait ces réformes
pour le Bénin. C'est vrai, André a souligné tout à l'heure une forme d'autosuffisance ou d'autosatisfaction du chef de l'État. C'est quelqu'un qui se prononce très peu sur ses propres réalisations. Les réalisations parlent d'elles-mêmes et parlent au nom du chef de l'État. Mais à l'étape de Cotonou, et c'est là la différence, à l'étape de Cotonou, on a donc senti un chef de l'État qui vient décliner en quelque sorte les réformes, n'est-ce pas, contenues dans le programme d'action du gouvernement qu'il a mis quelques mois ou quelques années, sinon un an après sa prise de service. C'est là toute la différence. Donc le chef de l'État, on ne le sent pas dans un exercice d'attirance, de sympathie, parce que on voit 2021, on voit 2021 pas trop loin, et on voit Patrice Talon comme un potentiel candidat. De ça. Oui, le chef de l'État, oui, il a dit l'essentiel est fait. On peut lire, donc comme je l'ai dit, une sorte d'autosatisfaction. Mais quand on dit que l'essentiel est fait, ça ne veut pas dire que tout est fait. Ça veut dire que forcément il reste à faire. Et c'est là où vous verrez Patrice Talon dans cet exercice d'explication par rapport à ce qui n'a pas été fait. Je veux appeler les actes manqués ou encore ce qu'on ne voit pas encore, ce qui est entamé, mis en œuvre, mais dont les résultats ne se sentent pas. Il a donné quelques exemples. Vous voyez, le marché d'Antokpa, aujourd'hui, quand on regarde, on se dit, mais rien n'a été fait pour le marché d'Antokpa. Il s'est expliqué pour montrer que, au fond, on ne peut pas déplacer un si grand centre de commerce, pôle économique de cette envergure, sans vraiment réaliser de grandes études et de longues études. Et que, au fond, tout est mis en œuvre, les financements bouclés. Le marché de gros d'Abomey Calavi va être donc une réalité. Il allait, citant donc d'autres exemples, parler donc de l'hôpital de référence qui est en cours de construction à Abomey Calavi, de la construction de 20 000 logements. Et ajouter que sont des actions, quels que soient les futurs ministres ou présidents à partir de 2021, qui sont déjà bouclés et vont donc pouvoir être mis en œuvre. Alors, je me suis dit, mais attention, nous connaissons ce pays, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de réformes, mais si ce n'est pas Patrice Talon, le futur président, on sait qu'on assiste souvent à une sorte de recommencement chaque fois qu'on change de régime. Alors, qu'a-t-il donc pu faire pour ainsi inscrire son action dans la durée, les sécuriser pour que la population qui donc s'attend à jouir de ces actions-là ne soit pas déçue le moment venu. Cela m'amène à retourner à ces réformes-là dont il a parlé. Beaucoup de réformes ont été faites, effectivement. Où aujourd'hui, on assiste à la dématérialisation des procédures dans notre administration. La génération des actes de naissance liés donc à la réforme de l'état civil dans notre pays. Ce sont des actions vraiment assez pertinentes, mais reste à savoir quelle va être, n'est-ce pas, la durée de ces actions-là dans le temps. Est-ce que Patrice Talon n'a pas annoncé qu'il veut être candidat? Alors, comment faire en sorte que tout ce qui a été entrepris, au prix de sacrifices, ça n'oublions jamais, il ne manque jamais d'insister là-dessus. Ce sont nos sacrifices qui ont abouti à ces actions-là. Alors comment faire pour que ça puisse être inscrit dans la durée, pour que nous ne retournons pas rapidement en arrière, que la dynamique qui est mise en place pour la production de l'énergie électrique, pour nous rendre autonomes vis-à-vis, n'est-ce pas, de nos voisins, ceux qui nous approvisionnions, que cette dynamique-là ne se casse pas, ne s'arrête pas, ainsi de suite. Je crois que c'est beaucoup plus vers cela qu'il faut tendre. Et je voudrais finir en me posant la question de savoir, est-ce qu'après l'apothéose, est-ce qu'après ce qui s'est passé à Cotonou, il y aura encore un discours sur l'état de la nation, parce que je crois qu'on peut difficilement faire mieux. On doit satisfaire à cette obligation, ça c'est certain. On va finir sur ce sujet avec vous. Non, André n'a pas besoin de s'inquiéter. Ce qui a été bien impulsé sonne comme une certaine fondation. Et moi, je veux vraiment avoir la faiblesse de croire que quel que fut et quel que sera le prochain président, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être vues. Parce que bien, le peuple béninois a consenti assez de sacrifices au point où il va être très compliqué pour le prochain président, qu'il soit Patrice Talon ou pas, de vouloir faire marche en arrière. Il y a bien des choses qui ont été déjà balayées sur le terrain. Je crois que c'est au nom du sacrifice que le peuple accepterait une fois encore de voir, je dirais, le prochain président ou le prochain Patrice Talon empilé et poursuivre encore avec la même dynamique. À la différence d'André, je crois que moi j'ai déjà eu la chance d'entendre le chef d'État beaucoup plus dans cet exercice qui a été fait à Cotonou. À Kandji, si vous avez l'intégralité de son discours, à Kandji, il a fait un exercice presque similaire. C'est-à-dire que quoi? Faire remarquer aux populations que s'il y a un truc qui l'autosatisfait, ce sont les réformes qui ont été introduites au regard du diagnostic qui a été posé quand il a pris le pouvoir. Et je crois que, eh bien, il a encore martelé à l'occasion donc de son face-à-face avec la population à Cotonou. En gros, je crois que aucun bilan ne peut aujourd'hui démentir que s'il y a un élément qu'il a marqué durant les 5 années finissant de Patrice Talon, c'est beaucoup plus
sur quoi les réformes qui ont été la rigueur, avec sacrifice et consort, le peuple béninois a senti que les choses ont véritablement complètement changé. C'est pour ça que je dis que quand on a consenti autant de sacrifices, je crois que quel que soit le président qui viendra après Patrice Talon, 5 ans ou 5 ans plus tard, franchement, il y a des choses qui ne peuvent pas être bougées parce que véritablement on a donc aux populations alors de s'adapter, Non, je crois que de plus en plus, quand on fait le point Christian, c'est vrai que ça a été douloureux dès le départ, mais les Béninois aujourd'hui ont tellement constaté du sacrifice que ça prend. Ça rentre dans les habitudes. Ça a été vraiment compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, les Béninois ont compris beaucoup de choses et se sont dit que bon, si c'est pour le bonheur du peuple béninois, eh bien, à nous aller, quoi. Voilà. Oui, Herman, quelque chose à ajouter? Non, juste dire que quand André a parlé de dématérialisation de beaucoup d'actes, je peux faire le témoignage ce matin, que j'ai mis à Parakou, j'ai fait la demande de mon casier judiciaire et je l'ai obtenu après 48 heures. C'est là vous l'avez fait? Non, oui, je l'ai fait parce que en fait c'était pour vérifier d'abord que le processus est vrai, c'était mon test dispositif. Et je l'ai vraiment obtenu. En fait, parce que quand je me rappelle un peu tout ce que j'avais comme souci avant d'obtenir le casier judiciaire, il fallait vous déplacer. C'est quand même pas mal et c'est à cela que je reviens sur ce que Hakimi a dit. On a atteint un niveau, c'est pourquoi quand il dit qu'on a fait l'essentiel, on a atteint un niveau tel qu'aujourd'hui on ne peut plus faire machine arrière. Si on le fait, c'est qu'on met le pays dans du bordel. D'accord. Oui, il ne s'agit pas de proclamation de foi, hein, parce que nous savons, lorsque le chef de l'État dit que la route du coton, une route dite emblématique, que les populations attendent depuis, vous savez, de Djougou jusqu'à dans les DKP, je crois que ça va jusqu'à Banikwara, et qu'on dise que bon, tout est déjà bouclé. S'il y a un changement de régime, rien ne prouve que effectivement cette dynamique là va être maintenue. Lorsque Patrice Talon est venu au pouvoir, qu'il vous souvienne, beaucoup de choses ont été remises en cause. Oui. Voilà, pour des raisons qu'il n'est plus utile de rappeler ici, mais beaucoup de choses ont été remises en cause. Moi, mon souci, c'est qu'on puisse inscrire les actions dans la durée, pour que vraiment le cadre qui est tracé aujourd'hui, la dynamique qui est mise en place, quels que soient les changements éventuels qu'il pourrait avoir en 2021, que nous puissions maintenir le cap, c'est très important. 2021 qui retient les attentions et qui attire également les appétits. On va en parler tout à l'heure. Ce que André est en train de dire, n'est-ce pas, ce sont les phases relatives au projet. Justement. Ce que nous sommes en train de dire, qui ont été déjà des sacrifices consentis, parce que pour la route du coton et autres, les populations, leurs sacrifices, c'est les difficultés qu'elles ont eues à traverser ces voies-là. Actuellement, il s'agit des réformes que nous avons opéré au Bénin et pour lesquels les Béninois ont opéré de sacrifices. Aujourd'hui, elles ont mis ça les Béninois ont mis cela dans leurs habitudes et s'adaptent. Il y a donc des choses que, même si on amène un chef d'État aujourd'hui, lundi, il y a des réformes sur lesquelles il ne peut plus revenir. Et il y a également des réformes que s'il veut les toucher, il aura pratiquement les mêmes Béninois. Voilà, il aura pratiquement les mêmes Béninois qui ont fait autant de sacrifices, comme on dit, il les aura au dos. Voilà. Herman Demboussou, les démocrates, on en a largement parlé en plateau, l'obtention du récépissé désormais, c'est acté, le récépissé provisoire, ce parti politique là depuis vendredi dernier. A fait un long parcours. Oui, il a fait ouf de soulagement pour les démocrates qui, bien que n'ayant pas obtenu le récépissé comme il le fallait, ont continué par installer les différentes coordinations dans les différentes régions du pays. Ça veut dire qu'il y a quand même une soif de pouvoir contribuer au débat politique en cours dans le pays. Les démocrates qu'on a vu déjà prendre certaines positions, faire quelquefois des exigences, alors qu'ils n'ont pas obtenu encore le récépissé. Maintenant qu'ils l'ont obtenu, on attend de voir ce qu'ils vont faire. Tous les articles que vous avez déjà, on a sous ce plateau un des responsables, le premier vice-président qui pourra nous dire à partir de maintenant qu'est-ce qui va être fait concrètement au sein de ce parti-là. Un changement à venir, Hakimi Ousseni? Non, rien ne changera, ils vont poursuivre avec leur dynamique. Ils ont simplement un document qu'ils souhaitaient avoir pour être en règle vis-à-vis, je dirais, de l'État béninois. Parce que vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la charte des partis politiques fait exigence de ce que pour animer la vie politique et être officiellement reconnu, il faut avoir un récépissé. Et c'est dans la dynamique de la recherche de ce récépissé qu'ils ont fait plusieurs allers-retours du côté donc du ministère de l'Intérieur pour enfin se voir délivrer le récépissé définitif. Ils sont mieux placés pour nous dire un peu quelle est leur
état d'âme, mais j'ai juste constaté qu'avec ou sans le récépissé, bien, les démocrates avaient déjà commencé à impulser le dynamique sur le terrain, installation des coordinations communales, plutôt, j'allais dire, et qu'on sort. Donc, je crois que le document vient juste leur apporter la preuve, les certifier dans leur confort pour dire, eh bien, voilà votre acte de naissance, vous existez légalement, et bien bon, vous continuez pas à faire ce que vous faites déjà sur le terrain. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu un changement particulier, c'est juste que désormais, au regard de la loi, eh bien, les démocrates sont un parti détenteur d'un récépissé pour exister sur le terrain. Le document a pris le temps qu'il faut avant de sortir. André Dossa, aujourd'hui, un nouveau parti politique qui existe légalement en République du Bénin, une concurrence ouverte notamment dans le rang de l'opposition. Vous savez, ce n'est qu'une formalité administrative. Ça leur confère une existence légale. Sinon, les démocrates étaient déjà très actifs et, si vous voulez, étaient déjà concurrents de ceux à qui vous pensez en faisant votre question. Donc, dans l'opposition, je crois qu'ils participaient peu ou prou à l'animation de la vie politique, quand bien même ils n'avaient pas encore cette existence légale. Je crois qu'ils vont pouvoir poursuivre dans cette dynamique-là. Ils pourront participer aux prochaines élections, notamment les scrutins de listes municipales, les prochaines législatives. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment eu besoin de récépissé pour aller à la prochaine élection présidentielle, parce qu'on voit beaucoup de candidats également mobiliser la population sans être forcément d'un parti politique. Donc je crois qu'il n'y aura pas un grand changement de mon point de vue par rapport à l'animation de la vie politique, la participation de ce parti à l'animation de la vie politique nationale. On pourra davantage peut-être les observer, n'est-ce pas, lorsque les prochaines joutes vont avoir lieu. On verra vraiment ce qu'ils valent vraiment sur le terrain, ce qu'ils représentent vraiment sur le terrain. Est-ce que leur philosophie a pu vraiment marquer les populations? Est-ce qu'ils ont pu mobiliser les citoyens derrière leur idéal? On pourra apprécier. Oui, Wahabali Para. Oui. Moi, c'est d'abord le choix, quelque peu particulier, coïncidence pour coïncidence, si on peut le dire. Le 11 décembre, n'est-ce pas, qui célèbre qui les 30 ans de notre constitution du 11 décembre 1990. C'est dire que la démocratie, parce que vous savez, c'est le reflet de notre démocratie, le 11 décembre 1990, c'est le reflet de notre démocratie. C'est donc dire que la démocratie est en marche au Bénin. Moi, je trouve que les démocrates ont une satisfaction aujourd'hui, ouf de soulagement donc, mais les démocrates ont été vraiment très endurants, très déterminés. Voici un parti qui, à mon avis, peut aujourd'hui se proclamer et se réclamer d'un parti ayant déposé des dossiers, n'est-ce pas, sans tâche. À la dernière minute, des dossiers déposés à la dernière minute sans tâche, car vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, on avait lu en son temps, on avait eu de ces commentaires que pour les partis, même acquis à la cause du régime en place, qu'ils auraient, je suis au conditionnel, qu'ils auraient déposé des dossiers, mais ont obtenu le récit. C'est parmi, donc, dans les dossiers, il y avait des irrégularités sur lesquelles les services du ministère de l'Intérieur avaient fermé les yeux. Mais ce parti, je dis que ces membres sont déterminés et endurants parce que à chaque fois que le ministère de l'Intérieur faisait des observations, ce parti apportait des corrections chaque fois pour montrer combien il est, n'est-ce pas, déterminé à obtenir le récépissé. Aujourd'hui, donc, la satisfaction de se conformer de se conformer. Ce qui peut changer, à mon avis, dans ce parti, c'est la contrainte qu'il y a à être dans un creuset, dans un même creuset. Aujourd'hui, le parti a une existence légale. Ça oblige, ma foi, les membres à observer une certaine discipline de groupe. Quand ils n'avaient pas le récépissé, c'était plus facile parce qu'il y a la présidentielle de 2021 qui est là et donc le choix des candidats risque de poser problème. Autant ça pose problème dans d'autres partis. Je veux dire par là que comme ils ont le récépissé, il va falloir un certain consensus. Certainement, il y a une organisation interne au parti. Ils ont également leur mode de fonctionnement. C'est sûr et certain que... justement, voilà pourquoi je parle de consensus. Quand il n'avait pas le récépissé, on pouvait partir de façon détachée parce que pour être candidat à la présidentielle, on n'a pas besoin d'être issu forcément d'un parti. On pouvait aller de façon détachée à la présidentielle. Aujourd'hui, il faut donc une discipline de groupe qui oblige les partis à s'entendre. C'est vrai que nous l'avons vu un peu absent sur le terrain politique ces derniers mois. Il n'est plus très actif avec le récépissé. Est-ce qu'il reviendra au devant de la scène politique? André Dossa veut parler du président d'honneur du parti, Boni Yayi.
Je ne pense pas que Bouna-Yahi a besoin d'un récépissé pour entre guillemets faire du yahi, c'est-à-dire cette descente, l'histoire de faire les beignets à gauche, à droite, vendre du fromage, etc. Je crois qu'il n'a pas besoin de récépissé. Peut-être qu'il est dans une stratégie. Aujourd'hui, ce silence apparent, peut-être participe d'une stratégie de sa part pour mieux organiser sa troupe, notamment avec donc, le parti Les Démocrates. Je ne pense pas du tout que le récépissé est en quelque manière constitué pour un frein à ses sorties politiques. Je pense aussi que oui, effectivement, il nous a été dit que le Parti démocrate a fait preuve de vraiment beaucoup de sérieux dans la mobilisation de ses pièces pour l'obtention du récépissé. Mais oui, je ne pense pas qu'on ait pu donner le récépissé à des partis politiques qui ne se sont pas conformés. Oui. Peut-être que des gens au départ avaient des pièces, des documents incomplets, mais ont eu le temps, n'est-ce pas, de se corriger donc, sous l'assistance des cadres du ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, ces détails-là, d'un point de vue, ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la qualité de la participation de chacune de ces formations politiques à l'animation de la vie politique nationale. Quand on a fait une réforme du système partisan, c'est pour avoir une meilleure classe politique, c'est pour avoir de meilleures élaborations, de débats d'idées, une participation de qualité à, n'est-ce pas, l'animation, l'épanouissement de la politique dans notre pays. Je crois que c'est beaucoup plus sur ce terrain-là qu'on attend les démocrates. Maintenant, puisque c'est des gens qui s'opposent à Patrice Talon, qui s'opposent en alternative à Patrice Talon, il faut donc qu'il puisse proposer également, n'est-ce pas, aux citoyens béninois que nous sommes, des idées, vous voulez voir se départir un peu des critiques et qu'on nous fasse maintenant des propositions? Non, mais pas du tout. Écoutez, qu'est-ce qui caractérise l'opposition? C'est justement la critique. Il faut critiquer, mais de mon point de vue, un parti politique qui s'oppose sans proposer va demeurer un mouvement d'humeur. Je pense que les démocrates ne veulent pas être vus comme un mouvement d'humeur, mais plutôt comme une formation politique, une institution politique qui se pose en alternative, qui propose une meilleure gestion de la cité, contrairement à ce que fait Patrice Talon. Je crois que c'est beaucoup plus à cette aune-là qu'on pourra vraiment apprécier leur participation. Oui, j'ai senti une réaction venue de vous. Je n'ai pas de doute quant à la qualité de ce qui sera proposé en termes, je dirais, d'analyse et de participation à la vie politique nationale de la part des démocrates. La preuve, c'est que, eh bien, malgré tous les allers-retours, j'insiste là-dessus, du côté du ministère de l'Intérieur, ils ont tenu bon. Parce que oui, quand on se proclame être démocrate, il faut faire les choses de façon orthodoxe, pour qu'on n'ait pas, je dirais, à vous tirer par les cheveux. Et donc, aujourd'hui, je crois que les démocrates ont apporté la preuve que oui, ils ont été patients, ils ont corrigé, ils ont recorrigé, ils ont corrigé à nouveau, et enfin, eh bien, le récépissé est à leur disposition. Mais comme on l'a fait constater tout le monde sur le plateau ici, c'est que, eh bien, sans le récépissé, les démocrates étaient déjà sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, ils vont poursuivre ce qu'ils ont déjà entamé en termes de prise de position et consorts. Et comme nous sommes déjà à l'approche de la présidentielle prochaine, eh bien, on saura ce qui va être certainement le porte-étendard des démocrates à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que les démocrates proposent en termes d'alternatives? C'est en ce moment qu'on les entendra sur les propositions, parce que oui, à partir des critiques, c'est normal. C'est ce qui fait d'ailleurs le lit, je dirais, à une formation de l'opposition. Maintenant, comme nous sommes à l'approche d'une joute électorale, il va falloir qu'en termes, je dirais, de participation, de propositions, qu'on puisse les entendre dessus, ce qu'ils objettent à porter au Bénin, peut-être pour les 5 prochaines années, si entre-temps, ils se proposent d'être candidats pour la présidentielle prochaine. Donc, en gros, je crois que nous aurons suffisamment assez de sons de cloche à l'occasion, donc, je dirais, de ces 4-5 prochains mois. Et les démocrates ne manqueront pas l'occasion de dire, eh bien, qu'ils constituent une force alternative pour la gestion de notre pays. On laissera la parole tout à l'heure au premier vice-président de ce parti, Noureno Achadé, qui est déjà là. On vous écoute rapidement. Oui, justement, pour dire que si les démocrates ont tenu à obtenir le récépissé provisoire qui sera définitif après, c'est parce que c'est des gens qui savent que le récépissé confère des droits et des devoirs. Et donc, c'est vrai. Et parmi ces droits-là, par exemple, il y a l'accès aux sources d'information, par exemple, qui désormais, quand on est parti politique au Bénin, suivant l'achat des partis politiques, ça confère certaines obligations aux médias publics de pouvoir. Donc, je pense que si les démocrates ont tenu à obtenir le récépissé, c'est parce qu'ils sont conscients qu'avec ce récépissé, ils ne sont plus des partis en gestation, mais un parti régulièrement
règlement connu, règlement c'est pas constitué, et donc qui pourra agir sur le terrain avec beaucoup d'éléments à apporter au débat politique. Voilà. Je vois que j'espère que vous aurez l'opportunité, lorsque vous allez recevoir le premier vice-président, je crois, nous réunir à Tchadé sur ce plateau, de lui poser les questions sur les défis qui attendent désormais le parti. Parce qu'au-delà de l'organisation interne, n'est-ce pas, il y a la quête du parrainage qui est un défi crucial. Il y a le choix des candidats. Et cette fois-ci, c'est au pluriel, puisqu'il s'agit d'un duo. C'est des détails non négligeables au sein des partis. Vous le suivrez, vous allez le suivre tout à l'heure. Alors, André Loussa, oui, on commence par voir un peu plus clair. Parlant de la présidentielle du 11 avril 2021, nous sommes à pratiquement 4 mois et les candidats se déclarent. Déclaration de candidature de M. Yannick Emmanuel Dossou. Vous le connaissez? Évidemment. Je le connais. Je crois que j'ai assez vieilli sur la scène publique pour ne pas avoir vu passer, entre autres, Yannick Dossou. Mais écoutez, c'est un citoyen. Il est tout à fait libre, s'il a rempli les conditions, de se porter candidat. Figurez-vous que moi-même, si je veux, je peux être candidat. Donc, seulement que... passer la barre de 40 ans, c'est le premier critère. Le souhait c'est de faire en sorte que l'élection présidentielle ressemble moins à une pièce de théâtre, à une soirée de comédie, de Jésus Comédie Club, ou bien je ne sais pas, mais plutôt à une élection très sérieuse où vraiment il y a des candidats sérieux. En tout cas, déjà, nous avons vu cette déclaration de candidature. Je n'ai jamais affirmé. Ne me faites pas dire ce que pas d'ici matin. Tout comme fait, ça fait partie également de l'actualité, cette déclaration de candidature. Et en parcourant donc son discours de déclaration de candidature, moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est bien sûr ses engagements. Il dit qu'il veut conduire une dynamique de changement en toute liberté, en toute indépendance et n'ayant en vue que l'intérêt supérieur de la nation. Et parlons justement d'engagement. Il dit, je cite, « Je m'engage pour un Bénin de dignité, de l'espoir, où chacun est en mesure de manger à sa faim, de se loger décemment, de se vêtir, de soigner et de s'instruire. » Oui, je crois que c'est pertinent. Oui. Le moins qu'on puisse attendre de quelqu'un qui veut être président de la République, c'est d'avoir des idées et des projets. C'est bien, c'est beau, c'est joli. Mais maintenant, la réalité, on verra sur le terrain qui sont ceux qui sont derrière ce projet de candidature, sur quoi ils comptent concrètement, et puis on verra. Pourquoi pas, peut-être que c'est lui le fils du président qui sait. Non, je n'ai pas connu le discours de candidature, déclaration de candidature de Yannick Dossou. C'est vrai que c'est ambitieux. Bon, c'est vrai que c'est les mêmes expressions reviennent. Bouniaï nous avait parlé de changement, après il a parlé de refondation. Patrice Talon veut nous parler de la rupture. Bon, quand lui dit par exemple qu'il y aura changement après cette rupture, est-ce que c'est une manière pour lui de nous retourner dans le changement d'alors, ou bien qu'est-ce qui va se passer? Je me pose des questions. Je me demande bien comment ça va se passer. Le discours est ambitieux, ça propose de bonnes choses, mais bon, à l'œuvre on connaîtra, on saura qui il est. Mais je veux croire que Yannick Dossou a également déjà réussi à négocier les parrainages, parce qu'il ne suffit plus aujourd'hui au Bénin de se dire qu'on est candidat, ou d'avoir 40 ans pour dire qu'on est candidat. Il faut obtenir le parrainage qu'il faut, au moins 16 parrainages. Il faut, j'espère également qu'il a à côté de lui un vice-président, à moins qu'il soit dans une dynamique qui veut qu'on puisse ne pas tenir compte du parrainage ou des réformes induites par la réforme de ses partisans. Je pense qu'il lui reste encore du chemin à faire. Oui, peut-être qu'il reste beaucoup de chemin à faire pour Yannick Emmanuel Dossou, mais je pense que ça fait déjà un candidat qui vient s'ajouter à la liste, déjà pour l'instant réduite, n'est-ce pas, des candidats à la présidentielle de 2022. Il faut oser. Je crois que le Béninois, c'est également ça, ce courage. Il faut oser. Je pense que c'est ce que Yannick Emmanuel Dossou est en train de faire. Il y a bien de défis. Et voilà au moins un candidat qui propose une alternative, qui part d'un constat. Ce qui est heureux de savoir, n'est-ce pas, c'est une portion de sa déclaration qui vient au moins reconnaître les mérites du régime en place ou de celui qui a la tête du pouvoir aujourd'hui. Mais
lui, Emmanuel Dossou, n'est-ce pas? Yannick Emmanuel Dossou, propose un plus, estime qu'on peut faire mieux et apporte des propositions. Je pense que c'est ce qui est, c'est plus ou moins ce qui est agréable. Qui est ce peuple ou qui est ce candidat qui viendra dire je vais affamer les populations, je vais affamer les citoyens, je vais emprisonner tout ça là et avoir des votants. Je ne pense pas que ça... Donc la portion de sa déclaration que vous avez lu tout bien entendu, c'est ce qu'il propose aux propositions. Oui, déjà un projet de société à travers ce discours. Oui, c'est clair que s'il y a une annonce de candidature, il doit quand même à l'intérieur de ce discours y mettre les éléments qui motivent, je dirais, son intention de briguer la magistrature suprême en 2021. Je crois que l'exercice aussi a été fait en son temps par notre cher ami Daniel Eda aussi, qui pense lui également qu'il est capable de diriger le pays en 2021. Donc, à côté de... C'est plutôt une prédiction. Exactement. C'est pour ça que lui, il est beaucoup plus dans l'irrationnel, l'autre est beaucoup plus dans le scientifique. On en aura suffisamment. On a déjà deux déclarés en attendant que les autres issus des formations politiques ne se déclarent. Je crois que nous aurons encore le temps. D'ici, comme je l'ai dit plusieurs fois sur le plateau, à partir du janvier prochain, les choses seront plus ou moins claires. Février, mars, on leur donnera la parole. Qu'ils veuillent nous affamer ou pas nous affamer, qu'ils veuillent faire du Bénin un Bénin tout neuf où il fait beau vivre, eh bien on l'entendra. Dans le discours, on l'entendra quand, je dirais... Et les moyens pour y parvenir, lorsque vous avez des projets, dites-nous quels sont les moyens que vous avez à disposition. On ne commence pas déjà à avoir des annonces de candidature. Certains sont déjà sur le terrain. Joël Aïvo, qui finira aussi certainement par nous dire si oui ou non il est candidat donc à la magistrature suprême. Les démocrates nous diront d'ici quelques jours qui c'est qui va être leur porte-étendard. Les autres formations politiques ont déjà choisi Patrice Talon comme leur candidat en attendant qu'ils disent oui ou non. Donc je crois que d'ici 2 mois, on aura de la matière. Il y a un aspect de la candidature que les candidats, les candidats qui s'annoncent feignent de nous faire oublier. C'est l'aspect duo. En temps normal, vous avez, il a évoqué tantôt le cas de professeur Aïvo, avec qui on n'a pas encore vu un duo. Il y a le Eda également qui dit qu'il est candidat. Bon, lui, on ne sait pas encore. Et il y a l'autre qui fait encore la marche de fraternité dessous, qui ne nous a pas dit je suis en duo avec telle personne pour être candidat à l'élection. Est-ce à dire que les candidats qui sont encore là, qui se déclarent pour le moment, ne comprennent pas que désormais pour être président de la République Bénin, il faut le président. Auquel cas ça veut dire qu'ils doivent revoir leur copie. Non, il n'y a pas de copie à revoir. Ils n'ont pas besoin de dire que c'est qui est le duo. Quand les autres formations politiques choisissent Patrice Talon comme leur candidat, ils ne nous ont pas dit qui c'est qui est le duo de Patrice Talon. Donc je crois que les 6 pour le moment qu'ils sont en train de faire, eux tous sur le fond, c'est de dire ok, voilà le candidat. Le reste va se jouer au fur et à mesure que nous évoluons. Oui, sauf qu'ici, Patrice Talon nous a pas encore dit qu'il est candidat. Non seulement ça. Et je me dis, oui. Autant ceux qui désignent Patrice Talon comme candidat que ceux qui se désignent candidats sans. Je crois que tous sont, ma foi, dans l'erreur. La loi a changé. On doit pouvoir dire aujourd'hui, on est candidat, c'est des duos. Nous sommes candidats, voici, nous sommes des policiers, voilà certaines personnes qui m'accompagnent. Ce n'est pas encore le cas. Et quand vous prenez certains qui sont déjà actifs sur le terrain, on ne voit même pas quelqu'un sorti du lot, en tout cas dans leur entourage, pour qu'on puisse se dire, bon, c'est peut-être avec tel. On a vu des échanges entre les démocrates et puis Joël Aïvo. Je ne sais pas si c'est dans cette perspective-là, c'est-à-dire de rester ensemble, on ne sait pas encore. Ainsi de suite. Je crois que lorsque quelqu'un se prononce pour être candidat, il faut qu'il puisse effectivement nous dire comment, c'est qui le colistier. Non, ils ont certainement leur pour la clarté dans le débat, je crois que c'est nécessaire que l'on sache qui sont ceux qui se prononcent et qui sont leurs colistiers. Oui, je crois que c'est nous qui sommes un peu pressés. Vous comprenez? C'est vrai, les habitudes ont changé, les tests ont changé, les orientations doivent changer également en ce qui concerne donc la désignation des candidats. Par le passé, c'était un seul, cette fois-ci c'est le duo, et donc on sent que ceux qui viennent annoncer la candidature semblent se présenter seuls sans nous dire qui est le duo. Je pense que c'est peut-être encore trop tôt. Une fois que la manifestation ou la volonté est déjà manifeste pour être candidat, très bientôt, et comme Hakim l'a dit, d'ici janvier, n'est-ce pas, février au plus tard, on saura qui sont définitivement candidats, qui est le Merci à vous, merci beaucoup, merci à vous Hakimi Ousseni, merci Herman Anyambossou, André Dossa, vous restez avec nous en plateau. On va recevoir le premier vice-président du parti Les Démocrates. On reviendra donc sur l'actualité liée à ce parti politique, et ce depuis vendredi dernier, les démocrates qui ont enfin leur récépissé provisoire.
Canal Plus et Canal Plus University lance Rions Plus, un appel à projet pour la production de programmes courts, humoristiques à destination des talents africains. Inscrivez-vous sans tarder pour exprimer votre créativité à travers un format moderne, original et dynamique. Les dépôts de projets se feront du 14 au 24 décembre 2020. Toutes les informations et conditions de participation sont disponibles sur le site web www.a-plus.com. Vous êtes producteur, réalisateur, résident en Afrique francophone et vous avez du talent, alors ne manquez pas cette occasion de montrer votre savoir-faire. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je sors si tu as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Depuis quelques années, la société Wangyu Bénin fabrique du fer à béton made in Bénin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre marque. HYB est sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. L'invité du jour, Nourine Akadé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le premier vice-président du Parti Les Démocrates. Je vous reçois en compagnie de André Dossa. Lors des mois après votre déclaration de constitution de parti politique au ministère de l'Intérieur, vendredi dernier, eh bien, les démocrates ont reçu leur récépissé provisoire. Désormais, totalement satisfait, Nourine Akadé? Bien sûr, satisfait et d'avoir accompli un devoir, satisfait parce que après 4 mois de rebondissement dans plusieurs observations, alors qu'il devait en avoir qu'une seule, et nous avons eu notre récépissé. Je crois que le reste est derrière et le récépissé est là. Finalement, il y avait plus de peur que de mal. Bon, on n'avait pas peur parce qu'on savait la qualité des dossiers que nous avons déposés. Le ministre de l'Intérieur l'a dit à plusieurs reprises que depuis qu'il est au ministère et depuis l'avènement du système partisan formule rupture, et que notre dossier est le meilleur des dossiers qu'il a jamais traités. Et il a dit devant moi, il a dit quand je n'étais pas là, il disait que les observations n'ont jamais été à moins de 24 pages, alors que nous avons moins de 12 pages, nous.
donc qu'on avait un bon dossier. Mais comme nous étions... Vous n'aviez pas peur, pourtant votre communication officielle a semblé montrer le contraire. Vous êtes plaint, vous avez dénoncé le ministère de l'Intérieur. Bien sûr, on se plaignait parce qu'on avait un bon dossier. On se plaignait parce qu'on sait qu'on est de l'opposition. On se plaignait parce qu'on sait qu'on ne nous fera pas de cadeaux. On se plaignait parce que la nature des observations qu'on recevait ne devait pas l'être, et une faute administrative qu'on demandait à nous privés de corriger. Je crois qu'on avait le devoir et la responsabilité de nous plaindre. Est-ce que vous ne vous êtes pas fait peur? Non, c'est ce que je disais, que nous on n'avait pas peur, on savait que nous avons un bon dossier et le ministre l'a dit. Maintenant que c'est fait, ça change quoi d'avoir le récépissé Oui, ce que ça change, c'est que prochainement, nous avons une existence juridique et au terme de la charte des partis politiques ou au thème de notre constitution, je ne parle pas de la constitution de Patrice Talon, je parle de la constitution originale. Il a quelle constitution, Patrice Talon? Vous dites? Il a quelle constitution, Patrice Talon? Il a la constitution votée par ses 83 ou 82 actuellement députés, installés et par lui-même comme son conseil d'administration, qui vote les lois nuitamment, et une constitution ne devait pas être votée nuitamment. C'est pourquoi elle est appelée constitution de Patrice Talon. De quoi retourne cette posture de démocrate lorsque, par exemple, vous avez travaillé pour vous conformer à la charte des partis politiques qui est votée par la même assemblée et vous ne reconnaissez pas une révision? Je vais répondre à ça aussi. Et qu'est-ce que ça change? Prochainement, nous sommes juridiquement reconnus par les lois de notre République. Et au terme de la Constitution, au terme de cette charte, ce sont des partis politiques qui opinent sur la vie politique et sociale du pays, sur la vie politique et sociale internationale. Et donc nous avons cette capacité aujourd'hui, nous avons la capacité de regrouper, de travailler avec les militants, et ces militants aussi ont la faculté et les moyens aujourd'hui d'exister juridiquement et d'animer la vie publique et d'organiser des meetings sur des places publiques comme le font les biais, les UP, et qui le font dans l'impunité, alors que toutes les fois que les autres sortent, ils sont traqués. Quand le chef de l'État... Vous avez bien été traqué une fois? Oui, plusieurs fois. Depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, je n'ai jamais plus vu une place publique, je n'ai jamais plus vu la salle de conférence, même de ma localité, que j'ai fait construire au moment où j'étais même nous le faisons parfois à domicile. Nous le ferons à domicile. Vous devez comprendre le système dans lequel nous sommes. Quand lui-même vous avez quand même un siège ici à Cotonou et pas loin. Oui, le siège est privé. Le siège est privé. Je n'ai pas dit le siège n'est pas une place publique. Le siège est privé. Donc quand lui-même, il peut sortir, rencontrer des milliers de populations et qu'on ne fait pas cas de coronavirus, il me semble, il a sur lui l'anti-coronavirus. Mais quand les autres candidats, ou déclarés ou non, vont au contact des populations et qu'on leur envoie des policiers, vous voyez l'état dans lequel nous sommes. On a vu votre leader charismatique effectuer plusieurs sorties également, le président Bonigaï. Il ne l'a pas fait en période de corona. Depuis là, il est dans la clandestinité. Mais quand il sort pour les cérémonies, quand un de ses parents meurt, on n'a pas interdit les cérémonies. Et qu'il va, je crois que c'est aussi une sortie, n'est-ce pas? Alors, on va revenir sur la question que je vous faisais. Je vais reprendre la question. Oui. Vous êtes content, vous êtes en tout cas satisfait, vous l'avez dit, d'avoir enfin l'existence légale en République du Bénin. Vous pouvez pleinement participer à l'animation de la vie politique nationale. C'est en vertu d'une loi votée par une assemblée nationale, la même assemblée qui a procédé à une révision de la Constitution. Et vous ne la reconnaissez pas, cette révision? Non, nous ne reconnaissons pas du tout la révision.
position et nous sommes fondés dans notre position par l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette décision qui nous a rejoint à un moment donné et qui nous réjouit d'ailleurs parce que sur le plan international, depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, il n'a gagné aucun procès à l'international. Et tous les procès, Madrid et la Cour africaine des droits de l'homme, la CCAG, qui a confirmé d'ailleurs la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, la décision qui a fait quitter le Bénin de la Cour africaine des droits de l'homme a été confirmée par une autre juridiction internationale. C'est pour dire que notre justice a été caporalisée à un moment donné par le président Patrice Talon, si bien que les citoyens sont tournés aujourd'hui vers la justice internationale et toutes les fois qu'on y va, et puisque cette justice a la liberté, cette justice donne toujours raison au privé. Donc nous ne reconnaissons pas cette constitution votée nuitamment, qui n'a pas pris en compte le droit au peuple de connaître de cette constitution. Nous, quand j'étais député, pour la deuxième fois que le président Patrice Talon voulait réviser la constitution, nous lui avions donné l'occasion d'aller saisir le peuple, d'aller consulter le peuple. C'était la meilleure manière pour lui de valider une constitution qu'il voulait. Aller vers le peuple, prendre l'opinion du peuple, aller au référendum. Ça serait été la constitution du peuple. A eu lieu il a refusé d'aller un dialogue national, de la politique nationale. Non. Le peuple, la consultation du peuple, c'est le référendum. Ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas quand on trie ses partenaires, quand on trie les personnes à même d'aller dire oui, qu'on dit qu'on a fait dialogue. Non. Lorsqu'on laisse le peuple de côté, lorsqu'on laisse les opposants de côté et qu'on va avec ses partisans à un dialogue, ce n'est pas le dialogue qui devait aboutir à une révision. Et quand vous écoutez des personnalités, certaines personnes, bien qu'ayant allé pour dire oui à ce dialogue, ils reconnaissent qu'ils n'ont jamais parlé de la révision de la Constitution au cours du dialogue. Vous parlez de qui par exemple? Bon, je ne sais pas, j'ai entendu plusieurs personnes. Je sais que ce n'est pas le professeur Tokpanou qui va démentir ce que je suis en train de dire. Tokpanou, qui a affirmé qu'il n'a jamais parlé de révision de la Constitution. Ils n'ont jamais parlé de révision de Constitution au cours du dialogue. Donc, moi je pense Vous me permettez de vous relancer. Alors, quand je vous écoute, j'ai le sentiment d'entendre ce que disaient vos contempteurs, puisque il me semble que vous avez été au pouvoir. Ce que disaient vos contempteurs, c'est le même discours que vous adoptez aujourd'hui sur le cas, par exemple, des institutions, notamment la Cour africaine que vous citez. Le régime auquel vous avez appartenu avait eu la même position par rapport à ces institutions. Voilà. Comment aujourd'hui pouvez-vous justifier justement votre posture, votre position par les décisions prises par ces mêmes institutions que vous ne reconnaissiez pas? Non, on n'a jamais refusé, on n'a jamais dit qu'on ne reconnaît pas la Cour africaine des droits de l'homme. Et qu'il vous souvienne que le président Patrice Talon, lui-même opposant en son temps, a traité ce gouvernement de voyous parce que ne reconnaissant pas les décisions d'une cour et d'une institution étrangère. Mais quand vous avez cette posture, parce que ce que vous dites, ça c'est derrière le béninois. Ah non, c'est parce que le président Yahya Bouni l'a dit, ou parce que son gouvernement l'a dit, qu'il a présenté un candidat et les Béninois ont refusé le candidat. Et en ce temps, Patrice Talon disait, moi, je respecterai les décisions, sinon je fais de mon pays un pays voyou. Et lorsqu'à plusieurs reprises, il chante qu'il ne va pas respecter, ou son porte-parole dit qu'il ne sait pas comment respecter, je crois que c'est de la plaisanterie. Finalement, les démocrates, c'est sur la Cour africaine, enfin les décisions de la Cour africaine, vous comptez pour prendre le pouvoir, ou quel est le projet des démocrates à Nous avons dit que la décision rejoint notre position. Ça veut dire que déjà, nous ne reconnaissons pas
la Constitution, et par ricochet, et le code électoral qui est lié à cette Constitution. Prendre le pouvoir, c'est pas la Cour qui va voter à notre place, c'est pas la Cour qui va voter à la place. C'est même pas le code électoral. Mais la charte des partis politiques, vous la reconnaissez, elle? Oui, nous sommes conformés à la charte africaine et à la charte des partis politiques. Il y a plusieurs lois. Nous sommes au Bénin, nous sommes au Béninois. Et pour le moment, nous travaillons à infléchir les choses. Nous travaillons à un avenir plus certain que ce que nous sommes en train de vivre. C'est avec que vous proposez passe par le 11 avril. Est-ce que les démocrates iront à la présidentielle? Oui, certainement. Nous irons aux élections présidentielles. Mais avant, nous avons des conditionnalités, nous avons des chemins à frayer avant d'y aller. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que la Cour africaine des droits de l'homme nous a rejoints, et quand la Constitution tombe et quand le code électoral tombe, ce que nous allons faire observer dans les jours à venir, lorsque tout ça tombe, c'est que le parrainage n'existe plus. Cher ami, le parrainage n'existe plus et chaque candidat qui pense pouvoir aller aux élections devait avoir la capacité, devait avoir les moyens. Simplement, des démocrates. Vous dites? N'est-ce pas une lecture simple des démocrates, dire que le parrainage n'existe plus et autres, alors que de l'autre côté, toujours dans votre camp, dans le grand de l'opposition, on voit des partis politiques qui se préparent activement à respecter les lois. Là n'est pas le problème des démocrates. Pour nous, parti les démocrates, nous avons toujours dit que le parrainage ne doit pas faire partie des conditionnalités pour aller aux élections. Il ne revient pas aux députés ou aux maires de désigner qui va aller aux élections. Nous l'avons toujours dit et nous n'avons pas changé. Et que vous devez savoir que Patrice Talon à lui seul a les 83 ou 82 députés. À lui seul, il a 70 maires. Mais à lui seul, il a la capacité de désigner les candidats aux élections. Aucun autre parti politique ne peut avoir un candidat aux élections si le parrainage fait partie de l'arsenal juridique qui mène aux élections. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Patrice Talon qui se désigne lui-même candidat et qui désigne son adversaire. Est-ce que nous sommes en démocratie? Donc, il a affirmé que le jeu sera ouvert, que les maires, les élus sont libres de parrainer quel candidat il nous a habitués déjà à sa pratique. Ce qu'il affirme n'est pas ce qui est vrai. Vous-même, vous le savez. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant du côté des démocrates? Une fuite en avant, c'est la peur d'affronter, disons, vous savez, ces élections. Patrice Talon lui-même dit qu'il est impopulaire. Pourquoi nous devons fuir? Il est impopulaire. Si lui-même est conscient qu'il est populaire, si lui-même est d'accord, est conscient qu'il a travaillé pour le peuple béninois et que le peuple béninois l'adule et que le peuple béninois peut le porter en triomphe, il n'a qu'à ouvrir les élections. Où est le problème? Pourquoi ne pas ouvrir les élections? Que chacun, la position tous ceux qui veulent aller aux élections, aillent aux élections. Avec Yahi, vous avez dit que par les Béninois. Mais Patrice Talon, excusez-moi, le président Patrice Talon, mais il n'a jamais eu à une élection, on ne l'a jamais adulé à plus de 50%. Aux premières élections passées, il a eu à peine 22%. Le reste, 65% dont nous parlons. Mais c'est les voix des autres candidats qui se sont joints à lui. Aujourd'hui, nous voulons qu'il se mesure lui-même seul et qu'il dise aux populations, voilà ce que j'ai. Sur quoi comptez-vous, vos démocrates puisque vous savez, vous avez dit qu'il n'y aurait pas d'élection législative, il y a eu, les députés ne seront pas installés, ils ont été installés. Et chaque fois que vous lancez un challenge, on observe qu'il passe. Et sur quoi maintenant voulez-vous compter pour prendre le pouvoir les élections ne sont pas les mêmes. Nous avons vu déjà la pratique de M. Patrice Talon. Nous avons vu ce qu'il a pu faire pour les législatives. Nous avons vu ce qu'il a pu faire pour les communales
et nous savons à quoi nous en tenir prochainement. Je pense que vous me permettrez de ne pas dire ce qu'il faut faire sur votre plateau et qu'on se réserve le droit de nous organiser pour qu'on ne permette plus à M. Patrice Talon de faire ce hold-up, de voler encore les élections et pourtant, certains de vos amis affirment que c'est même lui, Patrice Talon, qui va désigner votre candidat. Comment vous réagissez à cela? Non, peut-être que vous n'avez pas compris le camarade. Je viens de le dire tout à l'heure. Lorsque c'est lui seul qui a les 83 députés et que c'est lui seul qui a les 70 maires, ça veut dire que s'il y a une formation politique de l'opposition ou de sa mouvance qui veut aller aux élections, cette formation politique n'a pas les 16 maires ou députés. Vous convenez avec moi? Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher le complément ou l'entièreté des 16 comment on a, parrains, des 16 parrains. Alors, dites-moi, quel est ce député ou maire de M. Patrice Talon qui va parrainer un candidat s'il ne reçoit pas l'onction de M. Patrice Talon? D'où l'analyse du camarade qui dit, si le parrainage est en jeu, c'est M. Patrice Talon qui dira, donner le parrain au candidat Nouréni Achade des démocrates. Ce sera vous, donc le candidat des démocrates. Non, je prends un exemple. Au lieu du candidat choisi peut-être par L2, il dit, donner le parrainage. Ça va être comme il est en train de fausser le jeu. Les élus sont libres de choisir qui ils veulent. Il est en train de fausser le jeu. Si les élus préfèrent Eric Houndété à Nouréni Achade, ils choisissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disons que c'est déjà M. Patrice Talon qui aurait influencé le jeu au sein des démocrates. Ce que nous sommes en train de constater, ce que nous avons compris depuis, et nous sommes en train de dire, le jeu qu'il avait déjà fait, nous n'allons plus lui permettre de faire ce même jeu. Comment comptez-vous réussir cela? Vous avez même lancé un ultimatum, il y a eu 48 heures pour qu'il quitte le pouvoir, ainsi de suite. Vous n'avez pas réussi tout ça. Jusqu'à présent, vous n'avez gagné aucun challenge face à lui. Alors comment comptez-vous cette fois-ci réussir justement à faire tomber le parrainage? Ça va 4 mois discuter. Étant donné que les tests communautaires disent qu'on doit pas manipuler les tests à quelques encablés des élections, quels sont les moyens dont vous disposez? Non, les tests communautaires, on dit tout ça. Mais en cours de jeu, Patrice Talon a révisé les règles du jeu, qu'il vous souvienne, la loi explicative ou consort qui a été votée alors qu'on était en train de désigner je crois qu'il a déjà électoral. C'était le processus. Non, est-ce qu'on a élu les maires? On était en train d'élire les maires et quand il a changé ça, donc moi je pense que ce n'était pas possible, mais il a fait. Mais la loi dont vous citez dit, lorsque la classe politique s'entend, il n'y a pas de problème, on peut accéder à tout moment au changement des lois, des instruments qui nous amènent aux élections. Deuxièmement, vous avez dit qu'on n'a pas encore gagné et on laisse le terrain à partir. Non, qu'il vous souvienne, les élections législatives, mais quel a été le taux de participation à ces élections? D'accord, justement. Est-ce qu'on n'a jamais allé à une élection? Ce qui intéresse aujourd'hui les Béninois, qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Oui. Ce que nous proposons de nouveau, c'est de mettre l'homme au cœur d'une gouvernance. C'est de changer les choses. Le matérialisme ne doit pas être la gouvernance de notre pays. Je crois que ce que nous voulons changer, c'est de nous développer à travers la démocratie et non à travers la dictature. C'est ça ce que nous proposons, parce que la constitution du 11 décembre 90 dit l'option que le Bénin a choisie, c'est la démocratie. Et nous devons nous développer à travers la démocratie. Et on ne peut pas accepter que des gens viennent et disent que la démocratie ne nourrit pas et il faut aller par la dictature, alors que nous avons fait près de 17 ans de dictature. Vous avez la dictature de développement, vous étiez au pouvoir. Justement, oui. Non, je dis, nous n'avons pas pratiqué la dictature. Nous avons permis à un candidat qui est en exil de rentrer
et de participer aux élections et de les gagner. Si c'était la dictature, il ne serait pas du tout rentré. Et la démocratie n'est-ce qu'a fait en son temps? C'est ça que je viens de dire. Ce ne sont pas... moi, je parle des pratiques. Les pratiques actuelles que nous avons de notre démocratie. Il faut qu'on bannisse ça, il faut qu'on restaure la démocratie dans notre pays. C'est ce que nous proposons aux Béninois. Nous proposons une gouvernance humaine, une gouvernance basée sur l'homme et non une gouvernance basée sur le matériel. Merci beaucoup. Merci à vous, Nounou Achadé, premier vice-président du parti Les Démocrates. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de votre parti politique qui a reçu son récépissé provisoire. C'était vendredi dernier et de ce que vous voulez pour les Béninois. Merci à vous, André Dossa. Très bonne journée. Du lundi, on fait le point de l'actualité à travers le Bénin en 7 jours réalisé par Idrissou Boukari. Et juste après, vous aurez votre revue de presse. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Patrice Talon, a poursuivi sa tournée nationale de reddition de comptes vendredi et samedi, et cela fait le premier titre du quotidien Le Meilleur qui rapporte que Abomey-Calavi et Cotonou ont accueilli Talon avec euphorie. Soleil Levant informe que Patrice Talon a eu un accueil triomphal à Abomey-Calavi le vendredi 11 décembre. Le chef de l'État a pu mesurer combien le maire Angelo Arwandjinou et ses populations le portent dans leur cœur. La mobilisation a été grande. La nation y voit un accueil triomphal de Talon à Abomey-Calavi et une fin en apothéose à Cotonou. Pour Bénin Intelligent, Cotonou bat le record de la mobilisation et répondant à l'appel de leur maire, femmes, hommes et jeunes de la ville vitrine du Bénin sont massivement sortis pour réserver un accueil majestueux et triomphal au réformateur national Patrice Talon qui bouclait sa tournée nationale dans 54 communes. Et cette phrase du chef de l'État qui intéresse le journal, citation, « Nous devons cesser de célébrer nos travers. Cotonou, l'apothéose affiche Libération qui renseigne que déjà 60 communes ont été sillonnées en un mois. Patrice Talon, le triomphe avant l'heure, placarde de son côté en deuxième titre, Fraternité qui relate qu'au Palais des Congrès à Cotonou samedi dernier, ultime étape de sa longue tournée, il suffit de voir l'engouement des populations pour se rendre à l'évidence. Mieux, dans les autres localités visitées, c'est la même constance symbolisée par des scènes de liesse, de ferveur, des messages d'approbation sur les actions et réalisations du chantre du nouveau départ. En somme, avant 2021 et la fin de son mandat, le constat est sans équivoque sur l'œuvre et le travail accompli et sans risque de se tromper. La majorité des Béninois en ressentent une fierté, selon le journal. Le matinal estime que Cotonou était sous le charme des réformes de l'ère Talon
et cite entre autres l'asphaltage des rues sur 66 km pour une prévision de 256 km. Et puis, Bénin Intelligent s'intéresse à l'état du Bénin sous la rupture pour apporter ce que les cadres et leaders protestants méthodistes en pensent. En croit ce journal dans une déclaration délivrée à l'issue d'une journée de réflexion tenue à Porto Novo le samedi 12 décembre. Leur rassemblement présidé par le professeur Jean-Claude Oumenou relève des avancées significatives dans maints domaines et bien d'autres motifs d'insatisfaction. Il s'agit, selon le journal, d'une reconnaissance des efforts du gouvernement et d'un appel à mieux faire et à consolider les acquis. Des efforts qui amènent l'économiste du Bénin à souligner que l'économie béninoise affiche une plus grande résilience. Le journal explique que la représentation du Fonds monétaire international au Bénin a présenté le vendredi 11 décembre les perspectives économiques régionales de l'institution de la zone d'Afrique subsaharienne. Selon les statistiques, l'économie béninoise affiche une plus grande résilience face à la pandémie de la Covid-19. Projetée entre 6 et 7% en début d'année, la croissance économique 2020 sera de 2,3% en fin décembre 2020 au Bénin. Les autorités béninoises envisagent une relance de l'activité économique. En 2021, le taux de croissance projeté pour l'an prochain est de l'ordre de 5 à 6%. Cette ambition sera portée par plusieurs secteurs d'activité, ajoute le journal. Dans la suite, le quotidien Fraternité s'intéresse à la déclaration de candidature à la présidentielle de 2021 de Yannick Emmanuel Dossou qui décline sa vision pour le Bénin. Selon le journal, il entre dans la course à la succession de Patrice Talon avec un agenda de gouvernance à la hauteur des espoirs et attentes de ses compatriotes. En officialisant sa candidature le vendredi 11 décembre 2020 à Cotonou, Yannick Emmanuel Dossou se veut le porte-flambeau d'une jeunesse qui continue de croire en l'avenir. Notre pays compte environ 11 millions d'habitants et sur les 11 millions, il y a plus de 9 millions de pauvres et sur ces 9 millions de pauvres, la moitié est constituée de jeunes. Fer de lance de notre économie, souligne le candidat déclaré. Et de son côté, Notre Temps, le label, parle de la délivrance du récépissé au parti Les Démocrates qui tient fermement depuis vendredi son récépissé d'existence légale. Selon le journal, c'est la concrétisation de la promesse faite par le chef de l'État, Patrice Talon, à l'entame de sa tournée nationale dans le Septentrion. Pour le challenge, Yahi Houndete et les autres se conforment enfin. En culture, Fraternité note que le ministre Abimbola remet les artistes sur scène et informe qu'il a trouvé la formule pour que jamais l'expression artistique ne soit mise sous éteignoir grâce au projet dénommé Actions artistiques au profit des acteurs culturels qui a pris son envol le samedi 12 décembre à l'espace Le Centre. Les artistes ont renoué avec la passion de prester. Les humoristes ont inauguré cette nouvelle ère, selon le journal. Pendant ce temps, les écureuils juniors sont éliminés du tournoi UFOA B, championnat d'Afrique des Nations 2021, rapporte La Nation. Le journal poursuit pour écrire que battu sur le score de 1-0 vendredi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les écureuils juniors du Bénin n'ont pas pu arracher leur billet pour le deuxième tour de la compétition. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà, nous sommes pratiquement à 9h, il sonne 9h en République du Bénin, 9h à Canal 3 à Bénin. Et sur Actu Matin, c'est la fin de votre matinale. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain, mardi, à partir de 7h pour d'autres informations à partager avec vous en plateau et avec l'ensemble des chroniqueurs et débatteurs. Très bonne journée du lundi, bonne suite de semaine. Prenez soin de vous, gardez le sourire. Au revoir.